Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Astro Recap, le format qui résume les actualités spatiales des 2 dernières semaines. Ici, on vous résume les actualités des agences, entreprises, décideurs, qui chaque jour contribuent à l'avancement de la conquête spatiale et de l'humanité. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, commençons comme d'habitude par la partie autour du Starship et voyons les progrès excitants qui ont été réalisés ces 2 dernières semaines. Pour débuter ces actualités, nous avons pu assister au rollout de B7. Le booster a passé plusieurs jours dans le Mega Bay afin de recevoir les 13 Raptors centraux qui n'avaient pas été installés. Nous avons pu remarquer durant le rollout que SpaceX a décidé de retirer une partie des protections thermiques sur les Raptors extérieurs, mais nous ne savons pas si cela est définitif ou tout simplement temporaire. Une fois arrivé au site de lancement, B7 a été installé sur le pâture orbital grâce à Mekazila. Contrairement à la dernière fois où en raison d'un problème hydraulique sur un des vérins des bras était survenu, B7 a dû être soulevé par la grue LR11000. Une fois installé sur le pad, B7 a effectué 2 spin prime tests. Les 2 tests ont impliqué 3 Raptors, un Raptor central, un Raptor de l'anneau du milieu et un Raptor de la couronne extérieure. Pour rappel, un spin prime test consiste à faire circuler les ergols dans les turbopompes mais sans allumage du moteur. S24 a lui aussi réalisé un spin prime test. Quelques heures après les tests de S24, la grue LR11000 s'est accrochée à S24 et le réservoir de LOX du ship a été ouvert pour des inspections ou pour résoudre des problèmes. Quelques jours plus tard, et avec quelques problèmes mineurs sur le booster, B7 a enfin de nouveau réalisé un test d'allumage statique. Le prototype a allumé 3 moteurs Raptor durant 6 secondes, cependant un ne s'est pas allumé correctement. Nous avons également appris que d'après certaines sources, les prototypes S26 et S27 seraient particuliers. En effet, ils n'auront ni aileron ni tuile thermique, ce qui voudrait dire que SpaceX ne se concentrerait pas sur la récupération des chips, mais principalement sur le déploiement des Starlink V2. En parlant de Starlink V2, nous avons appris que SpaceX allait travailler avec T-Mobile afin de mettre fin aux zones dépourvues de réseau partout dans le monde. Les téléphones portables pourront effectivement être connectés directement au réseau Starlink. Tout cela pourrait être rendu possible grâce au Starlink V2. Le 27 août, nous fêtions les 3 ans du dernier vol du Starhopper. Propulsé par son seul moteur Raptor, le prototype a atteint l'altitude de 150 mètres avant de redescendre quelques mètres plus loin. Depuis, le Starhopper est utilisé comme plateforme pour les communications, équipements de météo ou des caméras, mais sert également de réservoir à eau. Le prototype B7.1 a quant à lui été rollout et a effectué un test de compression avec le Can Crusher pour tester les modifications structurelles des prochains boosters. Au Kennedy Space Center, la section numéro 7 de la tour du Starship a été installée et le segment numéro 8, qui est l'avant-dernier, a été rollout. Nous avons désormais terminé avec les actualités autour du Starship, mais avant de passer à la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu, cela nous aide énormément. Le Space Launch System, lanceur super lourd de la NASA qui doit ramener l'homme sur la Lune en 2025, a réalisé 2 tentatives de lancement cette semaine. La première tentative a eu lieu le 29 août à partir de 14h33. Le SLS a été rempli de son carburant malgré qu'une petite fuite d'hydrogène ait été détectée. Cependant, le lancement a dû être annulé à cause d'un autre problème. En effet, la NASA a réalisé l'Engine Bleed, qu'elle n'avait pas pu tester lors de la répétition générale de lancement. L'Engine Bleed consiste à faire passer de l'hydrogène liquide dans les moteurs pour les mettre à la bonne température. Tous les moteurs se sont bien comportés lors du test, sauf le moteur numéro 3, qui n'a donc pas pu être refroidi. Il semblait pour la NASA que l'hydrogène ne passait pas comme prévu dans le moteur, malgré les différentes solutions testées qui restaient toutes sans effet. La mission a donc été reportée au 3 septembre, le temps de régler ce problème, qui était en fait lié à un dysfonctionnement sur des capteurs du moteur 3 qui fonctionnaient comme prévu.
Le 3 septembre, pour la nouvelle tentative, la fenêtre ouvrait à 20h17 heure de Paris, mais le remplissage des ergols a commencé bien avant, vers midi. Il s'est brièvement interrompu une première fois après que l'ordinateur détecte une surpression, mais a vite repris. Cependant, le remplissage d'hydrogène liquide a dû être arrêté une nouvelle fois après la découverte d'une fuite sur le Quick Disconnect, le bras ombilical qui remplit le lanceur. La NASA a testé différentes solutions pour la combler, comme essayer de laisser le bras se réchauffer ou encore augmenter la pression dans les tuyaux avec de l'hélium. Malheureusement, après 3 tentatives et suite à l'échec des solutions testées, la NASA a dû se résoudre à reporter le lancement environ 3 heures avant l'ouverture de la fenêtre. Le soir même, l'agence a donc tenu une conférence de presse pour indiquer ce qui suivrait cette tentative avortée de lancement. En résumé, la fuite se situe sur le joint du Quick Disconnect, joint qui va devoir être changé. L'opération pourra se faire dans le VAB ou sur le pas de tir, mais la NASA n'a pas encore pris sa décision. Le SLS va cependant très probablement devoir retourner au VAB pour changer les batteries du système d'autodestruction, qui selon les règles américaines doivent être changées au bout de 25 jours, excepté si l'US Space Force accorde une très incertaine dérogation pour éviter ça. La fuite pourrait avoir été causée par la surpression arrivée hier matin, une erreur manuelle, mais cependant la NASA n'est pas encore sûre de ce qu'il s'est vraiment passé. Elle est cependant sûre que la fuite n'était pas présente lors de la tentative de lancement du lundi 29 août. Avec toute cette incertitude, aucune date de lancement n'a été annoncée. On sait que le lanceur ne décollera pas durant cette fenêtre de tir qui se clôture le mardi 6 septembre, et que le plus probable est un décollage qui aurait lieu vers la mi ou fin octobre. Bien sûr, on continuera de vous tenir informé de tout ce qui suivra du côté du SLS dans les prochains récaps et sur les réseaux sociaux. La NASA tiendra une autre conférence de presse la semaine prochaine. Si on retiendra principalement le SLS de ces 2 dernières semaines, ce n'est pas du tout la seule actualité. Le 23 août, une fusée chinoise Kuaizhou 1A, dérivée du missile balistique Dev-21, a décollé depuis la base spatiale de Xichang. Le lendemain, c'était au tour d'une longue marche 2D de décoller, cette fois-ci depuis le site de Taiyuan. Elle a placé en orbite le satellite Being 3B qui servira à l'observation de la Terre depuis l'orbite héliosynchrone. Ces 2 dernières semaines, nous avons pu voir 2 lancements de satellites Starlink. Le premier a eu lieu le 28 août depuis Cap Canaveral. La Falcon 9 a placé 54 satellites de la constellation en orbite avant de revenir se poser sur la barge Asog, la seconde fois pour ce booster. Un second lancement a eu lieu le 31 août, cette fois-ci depuis Vandenberg en Californie, cette fois-ci pour envoyer 46 satellites seulement. Le premier étage est, comme d'habitude, allé se poser sur une barge autonome en mer, cette fois-ci Of Course I Still Love You. Le 3 septembre de la nuit, une longue marche 4C a décollé depuis la base de Jiuquan pour mettre en orbite le satellite d'observation Yaogan 3302. L'entreprise américaine Astra, qui produisait le lanceur Rocket 3 jusqu'à il y a peu, a réalisé un tir statique du nouveau moteur qui propulsera leur future fusée, Rocket 4, qui remplacera complètement leur précédent lanceur. D'ailleurs, l'entreprise américaine a annoncé qu'elle produirait désormais les moteurs ioniques des satellites de la constellation OneWeb, sans donner plus de détails. Le jeudi 1er septembre, les 2 taïkonautes Shendong et Liu Yang de la mission Shenzhou 14 ont effectué une sortie extravéhiculaire depuis la station spatiale chinoise. Ils ont notamment travaillé sur la caméra panoramique de la CSS. Une sortie extravéhiculaire a également eu lieu vendredi sur l'ISS, avec les cosmonautes Oleg Artemiev et Denis Matev pour travailler sur le bras robotique européen suite à la fin prématurée de l'EVA du 17 août dernier. Bonne nouvelle du côté de la sonde spatiale Voyager 1. 45 ans après son lancement, c'est la sonde spatiale la plus éloignée de la Terre. Cependant, depuis quelques mois, son système de contrôle de position, la ACS, transmettait des données incohérentes alors que la sonde fonctionnait pourtant correctement. Mais le problème a enfin été réparé. La ACS transmettait les données de télémétrie à un des ordinateurs de la sonde, mais cet ordinateur ne marchait plus depuis plusieurs années et corrompait les informations avant de les transmettre via l'antenne à la Terre. Le problème a donc pu être réglé bien que la NASA cherche toujours à savoir pourquoi la ACS transmettait des données à cet ordinateur dysfonctionnel. Le 6 septembre à 23h45, ne manquez pas sur notre chaîne le lancement du fusée Ariane 5 depuis Kourou, qui enverra en orbite de transfert géostationnaire le puissant satellite de télécommunication Eutelsat Connect VHTS. Le 12 septembre à minuit, on pourra assister au retour en vol du lanceur privé américain Alpha de Firefly Aerospace, après l'échec survenu lors du lancement inaugural en 2021. On espère bien entendu voir une réussite, 8 satellites doivent être placés en orbite. On devait voir la semaine dernière le lancement de la mission NS-23 de la New Shepard de Blue Origin. Il devrait finalement avoir lieu durant les jours qui suivront cette vidéo. Ce sera un vol inhabité qui ne contiendra que des expériences scientifiques. Nous devrions également bientôt voir le vol inaugural de la RS-1, la fusée d'Abel Space System. Nous vous tiendrons bien sûr informés de sa date de lancement sur les réseaux sociaux.
J'espère que ce récap vous aura plu, n'hésitez pas à faire part de vos remarques constructives en commentaire. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté et nous suivre sur les autres réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité spatiale. Si vous souhaitez ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, je vous invite à souscrire à l'abonnement ainsi qu'à activer la cloche pour être notifié. Merci à vous pour votre fidélité, à bientôt.